Bien, de retour dans ce studio au fil de la semaine, c'est votre émission qui vous parvient tous les dimanches à partir de 13h et nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Et on était au niveau du deuxième sujet et c'est nous, Baldé, qui avait la parole. Il s'agissait de la restitution des cases de Bellevue à la famille de feu Ahmed Sékou Touré, le tout premier président de la Guinée indépendante. Voilà, je disais donc qu'il faut s'interroger. Moi, je me suis posé des questions. Malheureusement, je n'ai pas eu de bons interlocuteurs jusqu'à présent. Il est question de savoir à quel moment le président Sékou a acquis ces domaines. Est-ce que ces domaines appartenaient à des privés ou bien ce sont des domaines publics? Vous savez, il y a des gens qui s'interrogent sur d'autres acteurs politiques qui sont accusés d'avoir acquis des domaines en utilisant leur position politique. C'est le cas de Sidya Touré, c'est le cas de Cellou Dalein et beaucoup d'autres. On ne cite que les plus connus ou peut-être les plus influents, mais ils sont très nombreux à avoir été ministres, directeurs ou en tout cas responsables à des niveaux différents et qui ont utilisé cette position pour pouvoir acquérir des domaines. Est-ce que donc la junte s'engage à peut-être mettre fin à ce débat en laissant à chacun jouir de ce qu'il avait avant, ou bien ça ne concerne que le cas spécifique du premier président de la Guinée indépendante? Je précise que le domaine, comme l'ont dit certains, manque de décret d'application. Donc certains interprètent la décision comme une action de matu-vu et une action un peu plus populiste que réaliste, puisque le président Lansana Conté avait lui-même pris un décret en 1994 pour restituer cette propriété. D'accord. Sékou Diaman Pendessa, votre avis par rapport à cette restitution des cases de Bellevue? Oh, je le disais tantôt que c'est une injustice réparée. Nous, à susciter des questions, je pense qu'il y aura des réponses peut-être très prochainement. Ceux qui sont au niveau de l'habitat sont mieux placés, qui maîtrisent le plan cadastral de Conakry, certainement. Mais ce qui veut esclarer, je pense que si ce n'était pas un domaine personnel, depuis longtemps, ce serait connu sur la place publique, puisque Sékou Touré lui-même, il le dit lors d'une visite d'un officiel étranger qu'il reçoit là-bas, il dit c'est mon domaine personnel. Et vous savez, à un moment, c'était des domaines, vers par là, c'était très facile d'avoir des grands domaines comme ça. Là. Je connais beaucoup d'histoires comme ça, là, puisque même si par après qu'il y ait des actes, des fois des décisions des administrateurs coloniaux, mais à la base, c'était des domaines privés. C'était des autochtones bagas de Conakry qui faisaient la culture du riz le long de l'océan Atlantique. Vous comprenez? Tout ça, par après, l'État, d'abord l'administration coloniale a pris une bonne partie, en commençant par Kaloum d'ailleurs, la bande de la cité chemin de fer là, comme ça là, et puis par là, au fur et à mesure, et puis quand il y a eu indépendance, l'État aussi prenait certains domaines, mais sinon tout revenait à des particuliers. Donc est-ce que c'est avec un particulier il avait eu le domaine avant que le pouvoir de Lansana Conté ne prenne un acte pour ramener ça dans le portefeuille de l'État? Bon, on sera éclairé puisqu'il n'est pas bon de mentir. Voilà, il n'est pas bon de mentir. Et sinon, je voudrais revenir sur quelques propos de Hadia André par rapport à cette sortie dont je parlais tout à l'heure. Et elle a fait comprendre que au-delà des cases de Bellevue, il y a aussi d'autres domaines qui ont été octroyés, qui ont été donnés à Mohamed Touré. Bon, on a écouté dire ça aussi, que certains domaines ont été octroyés même par des Occidentaux, ou en tout cas des chefs d'État étrangers qui avaient donné ça à la famille de Sékou Touré, mais par la suite a été récupéré. Donc si cela est avéré, je pense qu'il faut continuer le processus de restitution de ces biens. L'État ne doit pas tomber sur des citoyens parce
qu'on dit que l'État est fort, vous prenez les biens des gens, c'est pas du tout. En tout cas, normal. si ce n'est pas du populisme comme le dit nos Baldé. L'un, c'est les camarades. Non, moi je voudrais dire quand même à nous, il ne faut pas voir du populisme partout. Aujourd'hui, je ne sais pas quel populisme le colonel cherche en restituant ce bien. Il se trouve que le général Conté serait le mieux placé pour le faire. Parce que c'est lui qui a pris le pouvoir. On dit qu'il l'a fait. Oui, justement. Il l'avait fait en 94. Oui, on le sait, mais le problème, il n'a pas finalisé. Oui, vous savez, c'est un processus. Tout à l'heure, vous êtes en train de dire, est-ce qu'actuellement, mais on a écouté Bala Samoura, qui était au sein justement de ce domaine, qui disait que le processus a commencé. Donc, c'est un processus. Alors, pourquoi lui, à son temps, il n'avait pas poussé jusqu'à la fin du processus? Il a fait quand même 24 ans de pouvoir dans ce pays. Et après, lui, c'est le président Alpha, justement, qui arrive. Et lui, également, a été soumis à ce dossier. Ce dossier, on l'a rappelé parce que Hadja André est là, à chaque occasion, elle en parlait. Mais également, on ne sait pas pourquoi le professeur Alpha Condé, lui, il ne s'est pas intéressé. Et comme Pénissa le disait tantôt, pour autant, je pense que quand vous êtes chef d'État, à un moment donné, prenez le courage de poser des actes qui vont au-delà, n'est-ce pas, qui s'inscrivent dans l'histoire. C'est très important. C'est en cela qu'on reconnaît un homme d'État lorsque vous n'êtes pas là. Quand vous prenez aujourd'hui dans la sous-région, dans tous les pays, il se trouve que dès que vous venez dans ces pays-là en visite, les aéroports, les rues, les grandes écoles portent les noms des enfants, des gens qui ont été quelque chose dans ce pays. La Guinée, ça ne se fait pas. C'est vrai qu'on a des rues qui portent les noms Fidel Castro, etc., l'université Gamal, l'université Kankan, etc. Tout ceci porte les noms de certains Africains. Mais chez nous, les Yalotelli, c'est à peine si on a... Vous connaissez un peu Kaloum. Le boulevard Yalotelli. Le boulevard, mais sinon, les Saïfoula et autres. Donc, moi, je pense que les chefs d'État devraient s'inscrire dans cette logique. Maintenant, je voudrais revenir par rapport à ce domaine de Belleville en disant, j'ai contacté un doyen qui m'a dit qu'effectivement, c'est lorsque le président Ahmed Sékou Touré a été élu maire de Beila qu'il a acheté ce domaine, n'est-ce pas, à l'époque, je crois que ça devrait être dans les années 1957. Mais que la précision qui est importante, c'est qu'il y a une extension, justement à côté de la villa, qui, à côté de ce domaine-là, qui a des villas. Et c'est les mêmes villas qui ont été construites à Kaloum pour abriter à l'époque le sommet de l'Union africaine, vous vous rappelez. Donc, mais que ce domaine... L'extension. La Cité des Nations. La Cité des Nations, voilà, la Cité des Nations qui a été construite à côté des Palais des Nations à l'époque. Donc, il y a quelques villas, quand vous rentrez dans les cases de Belleville, vous regardez un peu à l'est, vous allez voir quelques villas. Mais que ça ne fait pas partie du domaine, parce que ça, c'est l'extension de la Cité des Nations construite, je crois, à l'époque par le Royaume du Maroc, pour permettre au président Ahmed Sékou Touré de loger les chefs d'État qui viendraient ici dans le sommet qui était prévu, je crois, en 1984, si je ne m'abuse, ou 5. Maintenant, par rapport à cette logique, moi, pourquoi j'ai dit tantôt à mon confrère, nous, qu'on ne doit pas avoir de populisme, parce que le président, et on l'a tous applaudi, le colonel a manifesté, si vous voulez, ils ont annoncé la volonté de l'État de récupérer les biens publics. On a tous dit, c'est très bien. Mais il faudrait qu'en amont aussi, qu'on prenne la décision de restituer les biens privés. Voilà. Et c'est ce qui m'amène à dire que ça ne doit pas s'arrêter à ce dossier. Il faudrait voir, il y a des anciens dignitaires qui sont là. On sait que les régimes passés, notamment le régime de lui-même Ahmed Sékou Touré, le régime du général Conté, et jusqu'à maintenant, il y a quand même des domaines qui appartenaient à des citoyens. On a toujours des citoyens qui disent, ici c'était pour mon père, c'est parce qu'il a fait ceci, ou on l'a fait sortir, ou on l'a arrêté, ou même il est mort au Camboiro, qu'on l'a retiré cela. Alors moi je pense que, puisque nous sommes dans une logique de refondation de l'État, et de s'intéresser à ce dossier, à cet autre dossier, pour voir qui avait été à tort ou à raison, n'est-ce pas, perdu un bien. Si on découvre qu'il y a des preuves qui accompagnent justement, qu'on permette à ces citoyens aujourd'hui de recevoir ce domaine. Dans le cas essayant qu'on éclaircisse pour ne pas que dès après-demain, que quelqu'un dise, attention, il a restitué ce bien, mais nous aussi, on avait, ce domaine-là appartenait à mon père ou à mon grand-père, alors nous, on n'a pas réussi. C'est une façon de créer et de s'inscrire dans une certaine lutte contre l'injustice dans le pays. Donc, c'est très bien, nous l'applaudissons, c'est un acte symbolique, historique, parce qu'aujourd'hui, quand même, ce village ne va rien servir pratiquement à Hadja André lui-même. On connaît son âge, on voit aujourd'hui son état, mais comme on le dit, c'est symbolique, vous comprenez? Mais il faudrait que ce symbolisme-là puisse s'étendre justement à d'autres actions pour que, à partir de cet instant, comme je l'ai dit,
beaucoup qui sont dans ce cas d'injustice puissent être, ça peut être corrigé pour que ces personnes aussi disent merci au colonel. Voilà, se frottent les mains un peu. Voilà. Vous voyez, même au niveau de Coléa, à la Villa André ou Villa Sili, selon les cas, c'est des deux appellations là où réside la famille Touré. Moi, à un moment donné, je pensais que c'était un domaine de l'État octroyé à Sékou Touré à cause de son statut. Oui. Mais par la suite, puisque j'ai été voisin à cette villa pendant longtemps, c'est les enfants de ceux-là qui avaient vendu le domaine à Sékou Touré qui me l'ont dit que oui, c'était un domaine particulier. C'est notre papa qui a vendu ici à Sékou Touré. Voilà. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi on a besoin de réponses. Peut-être ça peut être le cas du côté de Belleville. C'est pour vous dire que les côtes, en général, c'était à la base pour des particuliers. Voilà, pour les particuliers. Il y a eu des actes administratifs par la suite pour récupérer beaucoup de données. Voilà. Kerno Oumar, les cases de Bellevue. Kerno Amadou, pardon. Les cases de Bellevue sont restituées à la famille de feu Ahmed Sékou Touré. Est-ce une injustice qui vient d'être réparée, comme on le dit? Bon, je pense que c'est très tôt de le dire d'emblée, parce que ce qu'on aperçoit quand même, c'est que ça a réconforté un peu la famille de l'ancien de Sékou Touré. Mais c'est aussi une promesse qui a été prise par le colonel et qui vient de réaliser cette promesse. Moi, c'est à ce niveau que réside mon souci. Est-ce que c'est parce que seulement il avait promis à Hadji André Touré de lui restituer ces villas qu'il l'a fait, ou c'est parce qu'il a vraiment étudié le dossier, ou il l'a fait étudier par des spécialistes et qu'il s'est rendu compte sur la base de cela que c'est vraiment un domaine qui appartient à Sékou Touré et qu'il l'a restitué. Parce que c'est fondamental. On a entendu Hadji André dire qu'il le lui avait promis. Et donc, est-ce que lui, ne connaissant pas, j'estime que le colonel Mamadi Doumbouya, il y a des questions sur l'histoire de notre pays qui peuvent lui échapper. Comprenez? Est-ce que comme ça, lors d'une visite avec Hadji André Touré, sans savoir le fond des choses, vient tenir la promesse de restituer le bien? Non, et mais après, si tu permets, quand ils se sont rencontrés, Hadji André Touré, à l'époque, moi j'ai vu, elle avait dit que le processus, comme nous le disait, a commencé. Elle dit, mais malheureusement, on ne sait pas pourquoi ça n'a pas abouti. Alors c'est tout de suite que le colonel a dit, alors, donc c'est sur la base d'un processus que la promesse a été tenue. Un processus peut être entamé et qu'il ne soit pas bon. Et que peut-être c'est parce qu'il n'est pas bon qu'il n'a pas été exécuté, qu'il n'est pas arrivé à terme. C'est possible. Moi, j'émets juste des doutes. Je ne dis pas que c'est que je dis cela. Je dis, est-ce qu'il a restitué, il a restitué ça à la famille Touré parce que juridiquement ça leur revient, ou il a restitué parce qu'il se retrouve président de la transition, il est en bonne position, il le fait parce qu'il a fait une promesse. Moi, c'est là où je me pose une question. Ils doivent applaudir parce que contrairement à d'autres, on a connu par exemple la transition sous Dadis, il y a eu beaucoup de promesses comme ça qui avaient été faites, mais malheureusement pour les gens, pour les bénéficiaires, c'est le cas de la presse. Pour les bénéficiaires, il n'y a pas eu d'acte qui a suivi. On vous promet d'augmenter votre subvention à 5 milliards. Après Dadis part, il n'y a pas un décret, il n'y a rien qui est pris. Les nouvelles autorités disent non, nous on n'a pas vu d'acte, donc la parole d'un ancien président, ça ne vaut pas. Donc il a promis, il a tenu sa promesse. Maintenant, il faut quand même se poser des questions. Est-ce que juridiquement, et vous avez vu même dans ce studio... Vous parlez de la subvention, mais malheureusement sous Doumbouya, personne ne négocie. Ceux qui vont vers lui négocient des postes pour eux-mêmes. Non, je ne sais pas s'il y a des journalistes. En tout cas, ce sont les patrons qui se partagent les subventions. Si ça vous intéresse beaucoup, je vois que nous, on n'a jamais eu de subvention. Je termine. Au syndicat. La subvention est donnée à l'entreprise de presse. Et vous êtes travaillé. On améliore vos conditions de vie. Ne rentrons pas dans ce débat quand même. On ne l'a jamais ressenti dans nos conditions de vie. On va évoluer là. C'est moi qui ai ouvert la brèche. Il ne faut pas réveiller les morts ici. Non, voilà, ne tuez pas mon temps quand même. Si vous avez besoin d'augmenter votre subvention ou de demander à Doumbouya même de faire un rappel, parce qu'il faut dire que Alpha est parti avec 3 milliards. Il y a la subvention 2020 qui n'a pas été donnée à la presse. Et donc, et même là, il y a la subvention 2021 et tout ça. Et vous avez raison de dire que ceux qui assurent le leadership du monde de la presse devraient porter le débat là devant les responsables de la transition
transition dans ce sens-là. Mais ce que je suis en train de dire... Les téléspectateurs doivent remarquer quand même que c'est Thierno qui fait semblant de ne pas débattre de ce sujet. Qui le fait parce que c'est lui qui l'a soulevé et c'est lui qui continue à débattre. Nous, on a posé ce débat. Comment on a posé ce débat? Le mémo qu'on a déposé au CNRD, on a demandé à ce qu'on prévoie désormais le syndicat aussi. Tout à fait. Parce qu'on n'a jamais eu de... Alors que... C'est ce que le syndicat a bien demandé. entendu, le syndicat a droit à la subvention. Non, le syndicat n'a pas droit. Le syndicat travaille pour les entreprises. Vous savez que les autres syndicats là ont la subvention. L'argent est donné aux entreprises de presse. Un micro ACT bénéficie au syndicat. On va revenir sur la question. Ce débat à un autre jour. Allons-y. On reviendra. Ce que je sais, c'est que chaque 1er mai, je pense que c'est le 1er ou le 3 mars, qu'on célèbre la journée. Chaque 3 mai, la journée internationale du travail, l'État accorde la subvention aux organisations syndicales. Je pensais que vous parliez... La subvention qu'on donne aux médias, c'est aux médias. Ça, c'est entre parenthèses. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que je dis la famille Touré doit applaudir parce que quand le président de la transition a promis, il a fait suivre par un acte. Donc, quelle que soit la volonté d'un président qui viendra après, soit de parfaire ce qui a été fait comme acte, ou alors de l'annuler, il y a quand même une substance qui est là, il y a quand même quelque chose qui leur permet de continuer à réclamer la restitution de ces villas-là, parce que ce n'est pas encore fini. Et il y a dans le décret, il y a quand même une disposition qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'on a dit que au cas où la famille voudrait vendre, c'est une éventualité, si la famille veut vendre, elle peut bien le vendre, mais l'État réclame le droit de péremption sur tout autre acheteur. C'est-à-dire que si la famille Touré aujourd'hui décide de vendre la villa de Bellevue, c'est à l'État d'abord. À moins que l'État disent qu'il ne veut pas, c'est d'abord à l'État qu'il peut le vendre ou le bailler. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il fallait soulever cela. Maintenant, après, vous savez, cette question, elle est un peu sensible. On sait un peu ce que Sékou Touré a été pour notre pays. Après tout ce qu'on peut dire sur son régime et tout ça, on sait ce qu'il a représenté en termes de leader pour notre pays, de leadership pour notre pays. Et lorsqu'on évoque son cas pour une villa, pour une simple villa, on peut dire simple par rapport lui à son histoire, c'est une simple villa. Et lorsqu'on évoque, c'est un peu difficile de même s'opposer à la chose. On dit qu'il le mérite, sa famille mérite cela. Mais après, il y a je pense que c'est surtout cet esprit qui a prévalu sur des interrogations sur la forme de la restitution. Parce qu'à ce niveau-là, on peut bien se poser des questions. Est-ce que véritablement il l'a acquis parce qu'il était président? Est-ce qu'il avait acquis ce domaine parce qu'il était simple citoyen? Et comment il l'a acquis? Ensuite, les cases qui ont été construites sur ce terrain-là, est-ce que c'est son argent à lui qui a servi à la construction ou c'est l'argent du peuple qui a servi à la construction de ces cases de Bellevue? Toutes ces questions auraient pu être posées. Et c'est pourquoi je me demande encore, est-ce que le président de la transition a restitué ce bien simplement parce qu'il est en bonne position et il a promis, ou bien il a restitué ce bien à l'aune vraiment d'un examen par des spécialistes afin que les actes qu'il pose, après que ces actes-là, c'est pour sécuriser en fait son acte, pour que après qu'un autre président ne vienne pas remettre ça en cause et retirer ces villas-là des mêmes des héritiers de Sékou Touré. En tout cas, en attendant les réponses à toutes ces questions, moi, mon opinion personnelle, en tout cas, moi, j'étais très content, j'étais très ému de voir Adiandé Touré se faire déplacer pour aller, on dit, pour la première fois depuis 34 ans, et puis 37 ans, aller dans ces villas-là. Et surtout, ce qui a frappé, je pense que si beaucoup ont tout de suite accepté cette décision du colonel Mamadi Doumbouya, c'est parce que cette famille, il y a une sorte de torture, je ne sais pas si c'est comme ça, il faut le dire, c'est quand même une ancienne famille présidentielle, et après un président est démocratiquement élu, Alpha Condé, il ne s'occupe pratiquement pas d'eux, on a un qui est en prison de l'autre côté, la dame est là, elle galère, et la mairesse de Kaloum, on apprend qu'elle serait malade aussi, et tout ça, on aurait pu vraiment... La famille est vraiment dans la frustration. Vraiment, on aurait pu s'occuper de ces gens-là. Et Alpha aurait pu profiter c'est-à-dire que du constat qu'il fait du sort de la famille de Sékou Touré pour préparer lui aussi son sort, lui et à sa famille. Il n'a jamais mis en place un statut particulier des anciens chefs d'État. Et pour que eux et leur famille puissent vivre dignement.
comment il s'appelle, Mohamed Touré en prison aux États-Unis, mais c'est l'image d'abord de la Guinée. C'est l'image de la Guinée. Après, on peut même demander, je ne sais pas si ça existe entre la Guinée et les États-Unis, mais on voit les pays occidentaux, lorsque leur citoyen est condamné par un autre pays, ils parviennent à l'amener purger la peine. L'accord d'extradition. Je ne sais pas, est-ce que cela existe entre la Guinée et les États-Unis? Au nom de nos amitiés, est-ce qu'on ne pouvait pas négocier cela, à défaut de pouvoir payer la caution pour qu'il sorte, et négocier pour que Mohamed Touré vienne purger sa peine en Guinée, parce que l'image du pays, on ne peut pas contre ça et coller à l'image de cette famille. Donc je pense que c'est surtout ce qui a prévalu. Les gens ont été un peu dans l'émotion et ont accepté toute la décision, mais il faut se poser des questions sur la conformité de cette décision-là vraiment aux règles juridiques établies en la matière. D'accord, je voudrais vous accorder une minute parce que nous devons passer à l'autre sujet qui concerne la mise en place par le CNRD de la commission interministérielle pour la récupération des biens appartenant à l'État. Allez-y. Juste rappeler quand même que Lansana parlait de nom, que le palais présidentiel porte quand même le nom de Ahmed Sékou Touré et que ce dossier doit normalement être purgé, comme l'a dit Tcherno. On ne doit pas se contenter d'une promesse et d'une relation personnelle. C'est important que l'histoire de la Guinée soit regardée par tous les Guinéens. On a longtemps vu des positions totalement opposées entre des dignitaires, d'anciens dignitaires de Sékou Touré et des victimes de Sékou Touré, de très nombreuses familles aujourd'hui qui se plaignent pratiquement de la même chose. Certains ont profité de leur position pour s'accaparer des biens d'autres personnes. C'est important qu'on épluche ces dossiers et que l'histoire de la Guinée soit écrite par toutes les sensibilités. Beaucoup de choses se passent parce que nous avons vu entre-temps ici pour le cas de Lansana Conté aussi. Rapidement pour tout ça, je pense l'autre chose, vous savez, ça ce sont des actions un peu mémorielles, ça réhabilite des gens, comme on l'a dit, justice réparée et tout ça, mais il faut faire beaucoup attention avec ce genre d'action, parce que autant vous faites plaisir à une partie de la population, autant si vous ne faites pas attention, vous heurtez la sensibilité d'autres personnes. Il y a par exemple des cas, et on les a vus sur le cas de Sékou Touré et le cas des cas de Bellevue, ça a plu à beaucoup de personnes, mais vous avez vu des cas par exemple comme Kaman Diaby, on est allé jusque sur les montagnes de Dubré Kalaba, réhabiliter Kaman Diaby et tout ça, et nous on ne connaît pas ces histoires, et le colonel Doumbouya, j'imagine aussi, c'est pas sa faute, vu son âge et tout ça, il ne devait pas être fondamentalement le mieux renseigné sur ces histoires-là, mais on est allé réhabiliter Kaman Diaby, et dans les coulisses ça ne se dit pas, mais ça a frustré beaucoup d'autres. Pourquoi Kaman Diaby, pourquoi pas Keita Fodeba, pourquoi pas d'autres par rapport à l'armée guinéenne et tout ça. Quand vous posez des actes comme ça, je pense qu'il faut prendre le soin, et le président français l'a fait sur l'histoire algérienne, pour en tout cas réparer des trucs-là. Il a commis en tout cas des spécialistes, des historiens qui ont retracé les choses et qui ont établi la culpabilité de l'État français, et à l'aune de cela, il pose des actes, et comme ça c'est sécurisé. Mais quand vous venez vous réhabiliter des gens, et après ces gens-là ont des proches dans votre gouvernement, quand un autre gouvernement viendra, ils réhabiliteront aussi une autre partie, et ça risque d'être des justices réparées, mais parce qu'on est proche de tel ou de tel, alors qu'on peut mettre en place une commission nationale telle qu'on a mis par rapport à la récupération des domaines de l'État. On peut mettre en place aussi une commission nationale pour que tout le monde sache où il faut aller quand vous voulez réclamer un bien que l'État vous a récupéré, et avoir les mêmes conditions de traitement que la famille de Sékou Touré, la famille de X, la famille de Y. Mais là, combien de personnes qui ont vu leurs biens retirés par l'État, combien ont la possibilité de rencontrer le colonel Doumbouya et de lui dire comme André Touré l'a fait? C'est pourquoi on a dit, que le processus doit continuer. C'est que si on se réjouit d'une injustice réparée, il ne faut pas que ça se limite à une famille. Ça doit continuer. Ça continue. Vous comprenez, on a vu sur la toile, même hier, moi j'ai vu quelqu'un dire, je crois que c'est Baficher sur sa page Facebook, qui dit qu'il a appris aussi que la DPJ appartenait à la famille, à Alpha et Diallo. Vous comprenez? Non, c'est clair, ça a même fait l'objet de plusieurs articles, nous qu'on a relayés. Et il y a des historiens qui connaissent l'histoire
comme l'a dit Donc Thierno, si tel est le cas, lui aussi peut chercher à lui restituer ou à restituer à sa famille. Alors donc cela voudrait dire que Mamadi Doumbouya et toute son équipe ont vraiment du pain sur la planche. Bien entendu. Maintenant, restitution, on passe à la, à la récupération. Donc, si vous récupérez les biens de l'État, il faut retourner les biens des particuliers. Oui, tout à fait. Nous allons donc évoluer. On passe à la problématique suivante. Il s'agit de la mise en place de la commission interministérielle pour la récupération des biens de l'État. Les membres sont déjà connus. Le président, c'est bien le général à la retraite Bachir Diallo, qui est d'ailleurs le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le vice-président, c'est M. Diallo Ousmane Gawal. Il est ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire. Maintenant, les membres... Nous avons Mori Kondé, ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Yaya Sow, ministre des Infrastructures et des Transports. Mamadou Nayale Mbari, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Et enfin, nous avons Moussa Sissé, qui est le ministre du Budget. Et le rapporteur, c'est bien Mohamed Sampil, qui est agent judiciaire de l'État. C'est la composition de cette commission interministérielle mise en place par le CNRD pour pouvoir mieux récupérer les biens, tous les biens appartenant à l'État Baldé. Je pense que c'est une très bonne chose parce qu'on en a parlé. Il y a des personnes qui sont chaque fois qui sont la cible de plusieurs attaques. On ne sait pas si c'est fondé ou pas. Ouais. C'est important qu'il y ait une commission interministérielle, qu'il y ait donc un débat sérieux, que les personnes viennent s'expliquer, prouver leur propriété ou rendre à l'État ce qui revient à l'État. Je pense donc que c'est normal. D'accord, c'est normal. Lansana, je ne sais pas si c'est votre avis aussi. Oui, je pense que effectivement, comme mon confrère, c'est tout à fait normal. On le sait dans ce pays, l'État aussi, même si par endroit, on le disait tantôt, à un moment donné, l'État a spolié des citoyens, mais quand vous comparez entre les biens que l'État a spoliés ou a pris avec des gens et les biens que les gens ont justement spoliés de l'État, donc ont pris de l'État, vous ne pouvez pas faire la comparaison. Il se trouve que les gens se sont accaparés. À commencer, les biens de l'État commencent d'abord par les caisses de l'État lui-même. Vous le savez plus que moi que dans ce pays, les gens ont toujours confondu, sinon ont d'ailleurs transformé, ce n'est même pas confondre la caisse de l'État à leur poche, ils ont transformé carrément. C'est-à-dire la caisse de l'État est devenue leur poche. Ce qui est très grave. Alors quand nous parlons des infrastructures, quand nous parlons du domaine, il se trouve que après le premier régime, parce qu'après le premier régime, on le sait, les cités, toutes ces cités qu'on connaît aujourd'hui des noms, parce que quand je dis des noms, c'est qu'il est difficile, à part notre génération, d'aller indiquer par le doigt une cité aujourd'hui, mais les autres générations ne connaissent pas. On vous parle des cités des journalistes, les cités des médecins, les cités des ingénieurs, les cités de ceci et cela. Ça n'existe pas parce que tout simplement, des gens se sont accaparés. Après eux, c'est l'enfant, après l'enfant, c'est le petit-fils. Et dans la plupart de ces cités aujourd'hui, ce sont les petits-fils qui y sont. Alors, sur quelle base il le fait? Parce que la cité a été construite à l'époque, donnée au gouvernement d'Ahmed Sékou Touré par des partenaires étrangers. C'était pour abriter les travailleurs. Et à l'époque, lorsque vous quittez votre fonction, il se trouve que vous devez libérer pour permettre à celui-là qui vous remplace, qui est dans les fonctions, d'être là-bas afin de servir mieux l'État. Est-ce que vous êtes en train de souligner la faiblesse de ces régimes qui se sont succédés jusque-là? Oui, justement, notamment le régime du général Conté. Je pense que la chose a commencé à ce niveau. Il se trouve que tout au long de son régime, la question ne s'est jamais posée. Ce sont des militaires, ils se sont occupés autre chose. Mais dans le cadre de la marche normale de l'État, n'est-ce pas, du gouvernement, ça n'a pas été le cas. Parce que comme je l'ai dit, depuis son temps, depuis qu'il est arrivé en 84, jusqu'à son départ et jusqu'à maintenant, des gens occupent la cité. Comment peux-tu comprendre que quelqu'un a été médecin? Jeune médecin, il occupe la cité des médecins. Et jusqu'à devenir même ministre, il continue à occuper. Et aujourd'hui, il est parti à la retraite. Son enfant a occupé à un moment donné. Et aujourd'hui, ce sont son petit-fils. Alors comment peux-tu comprendre? Ça doit être une propriété privée. Alors que la cité est là pour permettre aux médecins qui est dans la cité de pouvoir rallier. Parce que souvent, les cités sont proches des bureaux. Donc, pour le permettre d'être à l'heure et de rallier facilement son lieu de travail. Mais si lui, il est devenu, il a occupé quand il était médecin ou simple, c'est pas ingénieur, il est devenu jusqu'à directeur national, jusqu'à ministre, jusqu'à président, il occupe, ça veut dire qu'il a spolié les biens de l'État. Donc, moi, je pense que c'est tout à fait normal. Sur le fond, sur le principe, c'est tout à fait normal. Maintenant, moi, l'interrogation ou l'inquiétude que je me suis posée justement par rapport à cette question, c'est la composition.
j'aurais pu comprendre que le colonel nomme d'autres personnes à la tête de cette commission au lieu que ce soit les ministres. Même si on allait faire une commission, une grande commission qui serait composée des ministres, mais qu'on mette en place une commission beaucoup plus technique. Parce que vous savez, le ministre de la Sécurité, le ministre de l'Urbanisme, le ministre de l'Administration des Territoires, etc., ont beaucoup d'autres occupations. Alors tout à l'heure, on parlait d'examen des dossiers. Ce sont des questions où il faut aller jusqu'au fond pour faire en sorte que la personne qui doit restituer ou libérer ce bien, que ça soit une fois pour toutes. C'est-à-dire que ça ne soit pas, c'est parce que moi, il y a ceci, cela, on n'a pas bien... Non. On ne doit pas venir seulement pour dire à la personne de sortir. Il faudrait que la personne nous dise, est-ce que ce bien-là vous appartient maintenant? Oui. Quelles sont vos preuves? Quels sont vos dossiers? Donc, pour le faire, moi, je pense qu'il y a une commission beaucoup plus technique qui sera chapeautée également, justement, par la commission des ministres, aurait pu être beaucoup plus efficace. Mais quand vous prenez le ministre de la Justice, encore une fois, lui, avec tous les dossiers qu'il doit gérer dans ce domaine de la sécurité, par exemple, il serait difficile, à mon avis, de faire une étude approfondie de ce dossier afin de rendre... D'aucuns vous diront aussi que ça va être une question de calendrier, d'établissement, d'élaboration d'un calendrier de travail. Non, mais justement, je pense que là, ça n'a peut-être qu'il y a un pan de l'actualité concernant ce sujet qu'il a échappé. Sinon, effectivement, votre inquiétude, elle est légitime, mais il y a eu une réponse à cela. Parce que le ministre de la Sécurité est passé dans les GG cette semaine. Et moi, j'ai suivi, il a dit que au-delà de cette commission interministérielle, avec cette commission interministérielle, il y aura une autre commission technique qui va être mise en place. C'est-à-dire qu'eux, ils ne feront que approuver, valider. Voilà. Et cette commission s'occupera des dossiers qui vont être déposés. Ensuite, la commission interministérielle ne sera là qu'en fait pour peut-être coordonner ces actions. Justement. Donc, je finis en disant pourquoi je m'inquiétais. Merci pour la précision. Pourquoi je m'inquiétais? Parce que moi, je me rappelle quand le dossier de Koloma, du domaine de Koloma s'est posé, à l'époque, Caprora jusqu'à Koloma, quand on était venu pour récupérer, j'avais dit à l'époque que le ministre qui était là, qui était Ibrahim Kourouma, aurait pu, n'est-ce pas, venir traiter les dossiers au cas par cas. Parce qu'il se trouve qu'il y a des familles qui sont installées à ce niveau. Je crois même que c'est le cas de la famille de honorable Sekou Yaya Bari, je crois. Ce sont des familles qui ont obtenu ces domaines avec l'État. L'État, à un moment donné, a octroyé, et ça, c'est tout à fait normal dans le pays. Donc, à l'époque, je me suis dit que le ministre, à l'époque, au lieu de venir d'un beau matin pour dire à tout le monde de guerre, venez traiter au cas par cas les dossiers de chaque citoyen, et ceux qui sont dans les normes, vous les laissez, et ceux qui ne sont pas dans les normes, vous les dites, vraiment, nous sommes désolés, mais vous êtes obligés de libérer, sans compter que l'État pouvait aller jusqu'à trouver un autre domaine ailleurs, n'est-ce pas, pour le demander à nous faire. Parce que dans tous les pays, ça se fait. Quand l'État a besoin d'ici, l'État peut récupérer. Même si c'est privé, en amont, ça peut être possible. En plus forte raison, si c'est pour vous. Mais ça doit se faire dans les règles de la. Donc, merci beaucoup pour la précision. Si la commission doit être mise en place, les dossiers seront étudiés très minutieusement pour permettre justement à ces personnes de se dire vraiment ce bien-là désormais doit appartenir à l'État. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, mais il faudrait que ça soit un bien de l'État qu'on puisse distinguer. C'est très important. Rendre à César ce qui appartient à César. Voilà. C'est quoi Jamal Pendessa? D'abord, l'idée, elle est très bonne. Avant d'aller sur le fond, c'est que nous avons beaucoup de citoyens qui se permettent aujourd'hui de contrôler les biens de l'État. Il parlait de certaines cités aujourd'hui. La plupart de ces cités sont soit en partie récupérées, des gens les considèrent comme leur propriété, ou d'aucuns se disent dans les formalités, on dit que oui, c'est une location, on paye un montant soit au ministère de l'administration du territoire, soit au niveau du patrimoine bâti, vous comprenez. Mais en réalité, si vous saviez tout ce qui se passe, vous verrez quelqu'un prendre un immeuble, un bâtiment de l'État, lui aussi cherche des locataires. Et puis lui, il prend le triple de ce qu'il lui paye à l'État. Il y a ces pratiques un peu partout à travers Conakry. Je pense qu'il faut chercher à vérifier. Lorsque vous vous rendez compte de ça, il faut l'intéressé mérite d'être délogé même, puisqu'on vous a donné. Non seulement délogé, mais être puni. Voilà, et on calcule le nombre d'années que vous avez fait là pour mettre ce domaine en location, vous remboursez tout. Vous comprenez, si on n'arrive pas à ça, c'est que l'État va continuer à perdre. Il l'a évoqué en Conseil des ministres. Il y a des services de l'État qui n'ont même pas où rester. Il y a des on prend des loyers
pour des services de l'État. Tout ça se comprend très mal. L'exemple frappant, c'est le tribunal de Dixine, par exemple, qui appartient à un particulier. Maintenant, quand on revient sur la composition de cette commission, moi, j'ai quelques soucis quand même. Même au niveau de la présidence, je pense qu'on a inversé les rôles. À mon avis, le ministre en charge de l'Habitat était mieux placé pour être le président de cette commission. Mais on nous dit que c'est le ministre de la Sécurité qui est le président. Et puis l'autre, parce qu'il a des policiers quand même. Vous comprenez? Autre manquement. Mais donc, s'il a des policiers, il devait servir d'outil pour le président. Pour le président. Voilà. Le ministre de... Exactement. Maintenant, autre chose, je pense qu'il fallait aussi... impliquer le pouvoir parlementaire dans sa composition. Il n'y a pas d'Assemblée nationale pour et le moment, CNT n'est pas encore... mais on pourrait prévoir la place, soit un conseiller national, c'est comme ça on va les appeler, ce n'est pas député, ou deux qui soient dans la commission. Et même la société civile, bien entendu, même la société civile. Ah, donc je pense qu'ils peuvent revoir ces cas-là, ce serait une bonne chose. Supposons, souhaitons que ce message-là tombe dans des bonnes oreilles. Parce que Bangal, je ne coupe pas la parole. Imaginez qu'un citoyen, c'est vrai que c'est un domaine de l'État, mais si vous êtes en face, si vous avez en face, vous devez répondre à des questions posées par le ministre de la Sécurité, ministre de ceci, ministre de cela, déjà vous êtes paniqué. Mais si la commission elle est technique et il y a même la société civile qui est là à côté de vous, vous avez toute cette liberté, cette facilité de répondre aisément aux questions. Peut-être que cette commission technique-là, qui va être mise en place, il devait être à la tête. Vous n'êtes pas sans savoir que cette commission peut même servir de recours. Vous comprenez que ce soit une commission de recours, c'est-à-dire si la commission technique travaille et qu'un citoyen n'est pas satisfait à ce niveau, on peut saisir la grande commission, où on va l'appeler même le comité, et puis il y aura la commission. Sinon c'est la commission, il y aura sous-commission, tant, etc. Donc il faut que la société dans sa généralité se reconnaissent un peu en cette commission, qui est les représentants d'un peu partout. Ça rassure. Mais si c'est seulement l'exécutif qui est là, mais ça ne rassure pas tellement. Attention, c'est quand même une action gouvernementale. Voilà. On ne peut pas exiger du gouvernement qu'il associe tout le temps des personnes extérieures aux actions qu'ils sont en train de poser. Je pense. Il y a des actes là où vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous le faites pour la bonne marche. Je dis pour que les citoyens soient rassurés face à cette commission. Il était bon qu'il y ait une certaine mosaïque. Mais la commission telle qu'elle est composée, moi je pense que d'abord par rapport à l'opportunité, il y avait quand même opportunité de mettre en place cette commission. Et vous avez vu, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit changement. Parce qu'avant, on tombait à bras raccourcis sur les gens qu'on appelle abusement anciens dignitaires. Et comment on appelle, on venait vous donner 24 heures ou 72 heures pour sortir, on venait carrément vous mettre dehors, ministre, député, on s'en foutait pas mal. Mais vous avez vu, quand cette commission est mise en place, maintenant, c'est après les conclusions de cette commission qu'après, on pourrait demander à X ou Y de quitter le domaine. Lorsque cela n'est pas fait, ensuite, on peut maintenant employer la méthode forte en sollicitant le service de la gendarmerie pour faire quitter des gens qui occupent illégalement des domaines de l'État. Et vous avez vu, même le dernier conseil des ministres, dans les divers, on a dit qu'il a été proposé d'accorder désormais un délai raisonnable aux personnes qui doivent quitter les domaines de l'État. Et je pense que ça, c'est à la lecture des cas précédents qu'on a vus où on a délogé des gens de façon quand même pas humanitaire. Vous avez vu, on avait dénoncé ça pour le cas de Kaporouraï et ailleurs. On est venu dire aux gens quittez mercredi et la machine est venue très tôt mercredi. Elle a cassé. Il y a des gens qui se sont retrouvés en train de dormir dehors. C'était pas humain. Alors, ça s'est répété. Pendant cette transition, ce n'est pas humain et je pense que la mise en place de cette commission rassure et désormais on va le faire dans un cadre normal qui va respecter les principes. Pourvu que ceux qui vont composer cette commission, en tout cas la sous-commission ou alors le comité, je ne sais pas comment ça va s'appeler, que le ministre de la Sécurité a annoncé, que ceux-là soient vraiment les techniciens. C'est-à-dire, j'imagine qu'il y aura déjà le patrimoine bâti qui sera de cette commission, de cette sous-commission. J'imagine qu'il y aura des juristes
en la matière et d'autres. Mais il faut rappeler quand même qu'il y avait une commission que le président Alpha Condé avait mise en place. Et je pense même que notre ami Karamo Madi avait été même nommé dans cette commission-là, je pense, qui devait faire ce même travail. Et donc, j'imagine qu'ils vont, parce qu'il y a les archives, ils vont s'inspirer de cette composition-là pour mettre en place quand même des cadres qui peuvent travailler techniquement de manière à ce que ce ne soit pas une récupération pour une récupération, mais une récupération parce que tel ou tel occupe tel domaine de l'État. 2 ans, le discours du ministre de l'Habitat ne me rassure pas, et ses actes aussi ne me rassurent pas. Il ne semble pas, pour le moment, cerner le dossier. Vous avez vu son communiqué qu'il avait sorti pour interdire la vente des terrains sans que vous n'ayez le titre foncier, alors que cela était en contradiction, qu'on appelle ça, au code foncier. Et un communiqué ne peut pas venir annuler les dispositions d'une loi de ce genre. Alors, et ensuite, quand j'entends dans ses propos qu'il y a des cadres qui ont quitté leur fonction et qui continuent encore à rester dans les maisons de l'État, là aussi, il y a question de clarification. Et ce n'est pas parce qu'un cadre n'est plus en fonction qu'il n'a pas le droit d'occuper une maison de l'État. Est-ce qu'il a loué entre-temps? Parce que même des gens qui ne sont pas dans les fonctions, qui ne sont pas ministres ou bien qui ne sont pas là, louent des maisons qui appartiennent à l'État. Il suffit juste d'aller à la cité Semaine de Fer pour voir les nombreux bureaux, les banques qui sont là, pour s'en rendre compte. Donc, à ce niveau, je pense qu'il faut avoir un discours très clair. Il faut d'abord comprendre la situation et s'entourer du service des techniciens en la matière afin que les actes qu'on pose, moi je tiens à ça, qu'on les sécurise par le fait que ce sont des actes régulièrement pris et qui respectent les règles en la matière. Maintenant, juste une petite remarque. Très rapidement, on est pris par le temps. Rapidement, parce que vous savez, très souvent, les gens nous interpellent quand ils voient qu'on participe au débat public. Ils nous interpellent sur des aspects qui nous échappent très souvent parce qu'on estime que ce sont des aspects qui rabaissent peut-être le débat ou qui ne sont pas importants, mais qui pour eux comptent. C'est par rapport à la composition de cette commission. Et on ne revient pas en arrière. Vous savez, au temps d'Alpha Condé, quand on nommait des ministres ou bien des directeurs autres là, au lieu de savoir est-ce que tel a tel diplôme, on essaie de voir les noms. Est-ce qu'il y a un Ba, est-ce qu'il y a un Diallo? Après le matin, on dénonce, on dit non, il ne donne que des malinqués ou autres là. Donc ça, on est encore un peu dans ça. On est encore un peu dans ça parce que quand vous prenez cette commission, le premier dirigeant, c'est Bachir Diallo, le ministre de la Sécurité. Le deuxième, c'est le ministre de l'Habitat, Ousmane Gawal Diallo. Et quand on parle aujourd'hui d'occupation de domaine de l'État, tout de suite, automatiquement, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les plus connus, c'est par exemple Selouda Diallo et comment il s'appelle, Ousmane Gawal qui vient directement de l'IFDZ, va-t-il être le premier à retirer à Selou son truc et la plupart de ceux-là aussi qui ont les domaines de l'État, qui les exploitent à des fins industrielles ou alors, en tout cas industrielles, oui, ça englobe tout, c'est aussi nos commerçants. Il n'y a pas que les ministres, les anciens ministres, les anciens directeurs. Je sais que le président de la transition est pragmatique parce que le pouvoir militaire, il est pragmatique. C'est-à-dire qu'il pose des actes qu'il pense être bons pour l'amener à ses objectifs et il n'est pas dans ces calculs que les politiciens traditionnels la posent d'abord avant de poser des actes. Mais ce sont des petites remarques comme ça des citoyens dans la rue qu'il faut écouter et savoir en faire bon usage. Je ne dis pas de suivre cela, de suivre dans les nominations les calculs ethniques, le dosage ethnique comme on avait même commencé au début de cette transition, mais il faut en tenir compte. Quand vous mettez en place une commission, il faut voir comment vous la composez et sinon la population risque de voir un autre message que vous n'avez pas préparé pourtant. Est-ce que c'est une commission qu'on a mise en place contre X catégories et pour mettre une commission contre X catégories, il faut prendre des enfants de X catégories pour faire ce sale boulot entre griffes. Donc je pense que j'avais juste c'est pas un sale boulot. C'est juste son avis. Je pense qu'on va passer au sujet qui suit. Nous, Baldé a quelque chose à dire. Oui, juste préciser. Juste pour une minute. De ce que j'ai appris, c'est que l'État paye beaucoup pour la location
des immeubles, des bureaux et immeubles pour habiter, pour installer des institutions et autres. Et alors que l'État récupère, c'est-à-dire que l'État a mis... Il paye cher et lui, il gagne moins. Il se trouve que c'est que l'État met à la disposition est beaucoup plus nombreux que c'est que l'État exploite en louant avec des privés. Donc c'était tout à fait normal qu'on vienne, Lansana a bien décrit la façon dont les gens s'accaparent de ces biens et s'en approprient. C'est important qu'on récupère ça et qu'on mette dans le portefeuille de l'État, que voilà, qu'on arrête cette saignée financière. On sait que beaucoup encouragent cette dilapidation des fonds parce qu'ils savent qu'il y a des commissions qui leur reviennent. Oui. Le président Alpha Condé lui-même le disait, et il fallait, c'était ce discours, mais on ne comprend pas comment ça se faisait. C'est-à-dire, à 2 ou 3 conseils de ministres, vous voyez dans le compte rendu que le président insiste. Le président insiste, mais ça ne se fait pas. Il insiste à ce que, par exemple, vous prenez le siège du Conseil économique et social, et tout un immeuble, une institution. Et pratiquement, c'est le même bailleur. C'est KPC qui permet à la Cour des comptes, qui permet à la Cour... Justement. Et vous voyez, après une institution comme l'Institution nationale des droits humains, l'OSE, là où on avait mis le ministère de la Sécurité, vous partez de l'autre côté à Coloma. Bon, ça c'est une construction, c'est un don, je pense, du Sénégal. Peut-être que je raconte des histoires, mais l'ARPT qui est dans un immeuble comme ça, qui peut loger au moins 3 ou 4 directions ou institutions du pays. D'accord, on reviendra certainement dans un autre numéro. Il y a une mauvaise gestion d'OSA, il y a une mauvaise gestion d'OSA du patrimoine bâti de l'État. Il faut restructurer cela, et je pense que là, ces responsabilités-là, ces complicités, c'est surtout au niveau de la direction du patrimoine bâti public. On peut vous donner un immeuble de l'État, c'est-à-dire à un coût où c'est-à-dire quand vous entendez parfois les locations que les gens la font avec l'État, vous prenez les têtes, mais il y a bien de complicité à ce niveau-là. Toute cette direction-là, il faut la mettre de côté et mettre des hommes nouveaux et qui puissent être capables de traduire la volonté du colonel Doumbouya dans ce secteur-là, qui consiste en tout cas, à on ne va jamais laisser ces questions-là, ces débats-là, tant que les problèmes ne finissent pas dans notre société. C'est notre travail. Donc, c'est ce qui nous amène à passer au dernier sujet. À la dernière problématique de cette émission, il s'agit de la multiplication des cas de viol dans le pays, à Conakry comme à l'intérieur. On constate et on continue de constater que des jeunes filles se font violer par des individus, et finalement, ces individus, dans la plupart des cas, ces gens ne sont pas inquiétés. Alors, c'est pourquoi on est allé à la rencontre de l'adjudant-chef Kerno Amidou Diallo. Il est le commandant adjoint de la brigade spéciale de protection des personnes vulnérables du côté de la Bellevue, et c'est Mamoudou Bouler Diallo qui a conduit cette équipe pour ses propos. Nous allons écouter cela et nous revenons juste après. Du 1er janvier jusqu'à là où nous en sommes, nous avons reçu 131 cas de viol. Donc de 0 à 13 ans, nous avons reçu 85 cas. De 13 à 18 ans, nous avons reçu 37. De 18 à plus, nous avons reçu 9 cas. C'est le tout qui fait les 131 cas. Dans ces 131 cas, nous avons eu à déférer 41 cas dans les différents tribunaux à Conakry. Et les 90 autres cas sont en cours. Ce que moi je peux dire aux gens, nous sommes là pour eux. C'est pour cela que cette brigade a été créée. C'est une brigade à vocation nationale. Nous évoluons sur tout l'étendue du territoire. Nous avons même nos points focaux dans toutes les préfectures maintenant là. Donc si les enfants sont victimes de viols, c'est de venir dénoncer pour ne pas que cette personne reprenne. C'est une manière de le corriger pour ne pas qu'il reprenne. Parce que si il passe à la négociation en famille là-bas, la personne ne connaîtra pas l'ampleur de la chose et risque de récidiver. Et c'est d'autres personnes qui vont souffrir. Quand ils viennent porter plainte, quand on les envoie à la médecine légale, même si les parents veulent gérer, mais ils n'ont qu'à revenir nous voir. S'ils reviennent nous voir, nous on sait comment est-ce qu'il faut faire pour pousser à ce que le dossier aille à la justice. Parce que si les gens sont là, si le présumé est pris, même si la partie victime désiste, mais nous on envoie directement le dossier au tribunal parce que le ministère public
Bien, nous venons d'écouter avec beaucoup plus d'attention l'intervention de l'adjudant-chef Kerno Amidou Diallo. Il est commandant adjoint de la brigade spéciale de protection des personnes vulnérables. Et nous avons vraiment entendu des chiffres, des statistiques. Les chiffres sont vraiment alarmants, nous, Baldé. Oui, c'est bien dommage et c'est important de savoir que la Guinée a pourtant, c'est pourtant doté de des lois répressives sur les cas de viol. Malheureusement, ça continue. Il l'a dit, très souvent, c'est dans les familles que ça se négocie et malheureusement les lois ne sont pas appliquées. Je pense que le seul problème qu'on a, c'est l'application de la loi. Peut-être certains pensent qu'il faut même s'interroger sur les aliments, sur ce qui occasionne tous ces comportements-là, des violeurs aussi. Mais si peut-être on appliquait la loi, on aurait pu juguler ce phénomène. D'accord. Application de la loi. Kerno. Oui, effectivement, on en a beaucoup parlé. Je pense qu'il faut appliquer la loi, il faut faciliter, il faut aussi un peu décomplexer un peu le sujet pour amener des personnes qui sont victimes à porter plainte, à pouvoir porter plainte, pour amener des personnes victimes à pouvoir se confier. Mais au-delà de tout ça, parce que je le disais, il faut rassurer aussi ces personnes-là. Parce que si vous devez porter plainte contre quelqu'un pour viol, il faut que vous soyez rassuré quand même d'un accompagnement. Pas forcément dire que dès que vous portez plainte pour viol, on doit vous dire que vous avez raison, mais que après, si vous avez raison, qu'on vous aide à vous qu'on vous rende justice. Oui, qu'on vous rende justice, oui, mais c'est pas ce qui est plus important. Ce qui est plus important, c'est comment vous remettre. C'est-à-dire un accompagnement psychosocial. Parce que après, quelle que soit l'issue d'un procès pour viol, la fille violée, on l'a toujours vue. Elle est toujours coupable parce que après ça la suit pour le reste de sa vie. Il faut rassurer à ce niveau-là et permettre à ce que les familles aussi soient rassurées afin qu'elles accompagnent leurs filles qui sont victimes de cela. Mais l'autre chose, comme l'a dit il faut aussi conseiller les filles et les femmes parce que nous sommes dans une société, il faut tenir compte de la mentalité de la société dans les habits qu'on porte, dans ce qu'on fait, parce que malheureusement c'est ici, peut-être que ça se fait ailleurs, vous voyez des gens confondent les tenues vestimentaires, c'est que les autres portent à minuit. D'accord, on va revenir sur cette problématique-là et très rapidement, Lansana. Moi, ce que je voudrais dire par rapport à cela, je ne voudrais pas que les gens, et aujourd'hui nous devons changer de regard, il ne faudrait pas dire que la seule possibilité de lutter contre ce phénomène, c'est la prison. La prison, je suis d'accord. Et lorsque le jugement est bien fait, lorsque quelqu'un passe 1 an, 2 ans, 3 ans en prison, certainement il va changer. Mais avant d'arriver là, je pense qu'il y a d'autres maillons de la société qu'il faut impliquer. Aujourd'hui, cette question de violence doit être examinée, je parle sous le contrôle des sociologues, comme un phénomène social. Parce qu'on a vu, malgré les prisons, malgré l'inculpation des gens, tous les jours ça se fait. Et à des niveaux différents. On voit des sages, on voit des vieux, on voit des jeunes, on voit, etc. Donc moi je pense que ça doit interpeller. Et surtout, il faut faire une sorte d'étude des cas de viol dans ce pays-là. Il faudrait classifier. Il ne faudrait pas que juste quand vous regardez une fille qui s'assoit du viol, il ne faudrait pas que... En fait, il faut savoir qu'est-ce qu'on appelle viol et quelle répression pour quel viol. C'est très important. Et éduquer les gens. Merci beaucoup, Lansana Camara. Donc, ça n'est déjà fini pour cette émission au fil de la semaine au compte de ce dimanche. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à Abdulrad Dramé qui nous a accompagnés du côté de la radio. Merci également à Aboubakar, je dis Alia Sokra Kamara et Nalaï Sidibé du côté de la télévision. On se retrouve dimanche prochain à partir de 13h.